4, 3, 2, 1, go. Ok. Alors, nous sommes ici à Palo Alto avec Christian Pinault, n'est-ce pas? Tout à fait. D'accord, que j'ai rencontré d'NVF. Comme je ne connais pas Christian, donc on va d'abord le présenter et puis on va le connaître ensemble. Donc, Christian, je crois qu'on s'est rencontré plus qu'une fois au DBF, n'est-ce pas? Au moins 3 ou 4 fois, puisqu'en fait, tu es un pilier du DBF, on peut le dire. Ouais. Et donc, je t'avais appelé et tu as dit bon, je vais venir ce soir au DBF et tu as accepté l'interview. Donc, tout d'abord, merci d'avoir accepté. Avec plaisir. D'accord. Donc, je viens d'apprendre donc tu étais involved avec l'APEC. Donc, l'APEC, ça se donne pour les initiales APEC, c'est l'Agence pour l'emploi des cadres. En fait, c'est une dépendance emploi des cadres. Oui, c'est ça. C'est une dépendance des ACDIC en France, puisqu'en fait, il faut savoir qu'il y a 2 régimes de cotisation en France aux ACDIC. Il y a le régime normal, en fait, des employés normaux, et il y a le régime des cadres. Donc, en plus, il y a différentes cotes au niveau des cadres, A, B, C, etc. Et donc, quand tu cotises tous les mois sur ta fiche de paye, en fait, pour les ACDIC cadres, eh bien, tu as le droit, effectivement, d'être appuyé une fois que tu es au chômage par la PEC, qui t'aide à trouver un emploi. D'accord. Et quand tu dis qu'ils ont un régime différent, c'est-à-dire qu'ils sont payés différemment, etc. Non, le régime différent, c'est-à-dire qu'en fait, tu cotises à une caisse différente que la caisse normale des ACDIC. C'est les gens qui sont self-employed aussi? Alors ça, c'est différent. Même pour les self-employed, il y a d'autres caisses complètement différentes des caisses des employés. En fait, quand tu es cadre, puisque dans le cadre, on dit executive en anglais, donc en France, tu as un statut cadre. Quand tu es employé par une entreprise, tu as un statut soit employé normal ou un statut cadre. Le cadre, c'est-à-dire en général, c'est que tu vas encadrer les gens, en général, c'est pas toujours le cas, mais ça peut être le cas. Tu supervises des gens, c'est en général le cas du cadre. Et en fait, il y a différents niveaux de cadre, cadre moyen, cadre supérieur, etc. Donc tu as un niveau de cotisation par rapport au type de cadre. Ok, et que faites-vous aux États-Unis? Eh bien, je suis venu aux États-Unis définitivement. Non, je veux dire, que fait l'APEC aux États-Unis? Que fait l'APEC aux États-unis? Alors, en fait, aux États-Unis, l'APEC organise une conférence qui s'appelle International Career Fair. Une fois par an? Une fois par an, effectivement au mois de fin février, début mars. Février, début mars. En fait, c'est une conférence qui est au départ, qui avait été organisée par l'APEC France et l'ambassade de France en fait à Washington, qui ne s'appelait pas ICF à l'époque, mais c'est pas très grave, et qui permettait aux entreprises françaises de recruter au départ. En fait, le but, c'était aux entreprises françaises d'éviter la fuite des cerveaux aux États-Unis et de rapatrier des Français qui avaient travaillé dans la vallée, par exemple, vers la France. Donc en fait, c'était de récupérer des gens qui étaient très 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 bons, puisqu'on recrutait des PhD, des MBA, des gens comme ça. De les ramener en France. Et éventuellement, une fois qu'ils avaient fait une formation ici, une fois qu'ils avaient compris le business. Oui et non, si ce n'est qu'en fait, sur le principe de fond, je dirais que les personnes qui viennent de France pour venir aux États-Unis, c'est pas forcément qu'elles veulent rentrer au départ. D'accord. Elles restent 5 ans, repartent volontairement. C'est rare, en fait. C'est vrai que dans notre culture, quand tu pars aux États-Unis pour trouver un job, c'est parce qu'en général. Tu en as marre de la France. Voilà, en général, c'est ça le problème de fond. D'accord. Les autres cultures, par exemple les Indiens, quand ils viennent ici, c'est justement pour avoir une éducation, c'est justement pour avoir une éducation non seulement au niveau des universités, etc., mais aussi au niveau du travail. Et eux, leur aspiration, c'est de retourner dans leur pays. Ah, d'accord. Alors que les Français, pas du tout. L'aspiration du Français, c'est qu'une fois qu'il est installé ici, qu'il est bien installé ici, et qu'il gagne bien sa vie, et qu'il a établi sa famille, il n'a plus du tout envie d'entrer. Ah, d'accord. Donc ça change un peu la donne. Les Indiens aiment bien rester, tu dis? Non, les Indiens, non, ils veulent revenir chez eux. Et les Français aussi? Non. Les Français veulent rester ici aux États-Unis? Non, et voilà, tout à fait. Les Français préfèrent rester aux États-Unis que d'entrer en France. En fait, ce qu'ils aiment en France, c'est le côté, on va dire, convivial, le côté sympa, des soirées, des fêtes, le côté un peu relax, on va dire, du français en général. Et ce qu'ils aiment beaucoup ici, c'est le côté business, le côté très efficace. Et la paye est élevée. Et la paye, évidemment. La paye est élevée. Enfin, un peu moins maintenant, parce qu'avec la différence avec l'euro, ça a un peu changé la donne, mais à l'époque, c'était une grosse différence. Parce que j'ai connu des Français qui ont obtenu la carte verte et qui sont quand même retournés parce que la famille leur manque. Ça c'est vrai aussi, il y a un problème. C'est pas la question qui n'ont pas envie de revenir, c'est que dans ces cas-là, ils sont obligés de revenir dans un sens. Moi, c'est ce qui m'est arrivé en 93-94. J'ai passé mon MBA ici à Berkeley, j'ai fait venir ma femme avec mon fils à l'époque pour voir si éventuellement on pouvait s'installer sur place. Moi, j'avais déjà 2 ou 3 jobs qui m'étaient tendus puisque j'étais valedictorian sur mon MBA ici à Berkeley. Et en fait, on n'a pas eu de chance.
c'est que ce week-end-là, on a eu un tremblement de terre. Donc, et donc, le 89 non, c'était en 93, c'était un qui était assez sérieux. On a fait quand même l'échelle de à peu près 6 ou 7, donc qui était quand même assez sérieux. Donc bon, elle a été complètement terrorisée. Elle est repartie le lendemain en France et donc on n'a jamais établi. On s'est jamais établi aux États-Unis. Un truc idiot, quoi. C'est vraiment donc, toi, la mauvaise semaine. Quoi. Toi, tu as dû rentrer aussi alors? Ah bah oui. Et du coup, je suis rentré 2 mois plus tard pour récupérer ma famille là-bas. Ça a changé complètement mes plans parce que moi, mes plans, c'était de rester au départ. Ah d'accord. Donc les plans ont complètement changé. Mais tu avais un fils, c'est ça? Voilà. D'accord. Bon, bienvenue à nouveau. Aux États-Unis, ça fait combien de temps que tu es revenu? Je suis revenu en fait quelques années plus tard. Je suis de 94, je suis resté 5 ans en France après. Juste le temps normal de voir la montée d'Internet, puisque en fait 95, 94, 99, c'est là où ça commence à se faire vers 98, 99. Et revenir ici, en me disant que le .com était quand même bien amorcé, qu'il fallait quand même faire quelque chose avant que ce soit trop tard, mais je suis revenu trop tard en fait. Je suis revenu en 99 et 99 c'était déjà fini. Éclaté, c'est ça? Ouais, 2000, c'est fini. Mais tu es quand même resté, tu as trouvé du travail? J'ai trouvé du travail d'abord dans l'Est, puisque je me suis installé d'abord dans l'Est à Annapolis. Mon frère habitant à Annapolis, donc c'était quand même plus pratique pour s'installer. Et ensuite, le climat au bout de 2 ans a commencé vraiment à devenir très difficile, à être trop froid. Moi je suis du sud, je suis de Montpellier, donc effectivement quand j'ai vu ce climat, moi j'avais jamais shovel snow avant, Ah ouais? Je ne savais même pas ce que c'était. Là-bas ils aiment bien faire ça. C'était horrible. Tous les matins. Et donc là, comme j'avais vécu à Berkeley avant, j'ai dit à mon épouse, écoute, on revient vers on va à la Californie. Et c'est mieux là, ça te plaît Palo Alto? Je suis dans le sud moi en plus, je suis plus au sud, je suis encore même plus sud que Palo Alto, je suis à Los Gatos, je suis à côté de San José. C'est encore plus chaud. C'est encore plus chaud. Moi la chaleur, j'adore. Donc ça te plaît? Je suis toujours en extérieur, je joue beaucoup au tennis, je fais beaucoup d'activités externes. Donc, tu as la piscine? Oui, la piscine, on a tout, donc c'est sympa. Quoi. Ah, c'est super ça. Ouais. Donc, pourquoi est-ce qu'un projet comme International Career Fair prend tant de temps à préparer? Il faut appeler toutes les compagnies, les rassembler, c'est ça? Oui, prend tant de temps à préparer parce qu'en fait, au départ, si tu veux, si c'était prévu comme un événement annuel, je pense que ça ne prendrait pas beaucoup de temps à préparer. Le problème, c'est qu'en fait, il y a une mouvance, on avance, si tu veux, sur un schéma, ça se passe très bien, et après, juste après la fête, tu t'arrêtes, et tu reprends 6 mois, 8 mois après. Donc en fait, dans le cadre, donc il faut tout reprendre à zéro pratiquement. Rappeler à chaque fois. Les invités. Il faut tout reprendre à chaque fois à zéro. Alors que si c'était fait dans la continuité, et qu'on proposerait, tu fais des newsletters sur l'emploi, machin, etc. international. Oui, bien sûr, il y a énormément d'idées. Aujourd'hui, on avait une réunion justement ici, dans le cadre de la PEC et de la réunion finale en fait, de l'équipe. Puisque c'était la réunion finale de l'équipe avant la prochaine session, qui devrait que démarrer au mois d'août, au mois de septembre. Et bon, il y a énormément de nouvelles idées qui ont germé. On a tous proposé une cinquantaine d'idées nouvelles pour faire un truc à chaque fois beaucoup mieux. Quoi. Donc c'est intéressant. Donc toi, tu m'avais dit que tu fais partie aussi d'une association qui est différente que l'APEC, c'est ça? Et ça s'appelle comment? Je fais partie de plusieurs associations. Je suis président de plusieurs associations. Ah bon? Alors, donc je fais partie d'abord de l'association qui s'appelle FAFSV, donc qui est la Fédération des associations francophones de la Silicon Valley. Donc il y en a plusieurs. Alors voilà, donc ça regroupe en fait un ensemble d'associations. Il y en a à peu près 86 dans la vallée, il faut le savoir. Sur les 45 à 50 000 résidents français et franco-français qu'on connaît, il y a aussi des résidents belges, des résidents luxembourgeois, des résidents suisses, franco-canadiens, etc. Donc tous ces gens-là ont des associations. Voilà, ont des associations. Il y a beaucoup de résidents dans ces domaines-là. Et donc en fait, on essaie de regrouper l'information de chacune des associations en un centre nerveux, on va dire, et notamment au niveau d'un calendrier commun. Parce que le problème, c'est qu'aller dans 86 sites web pour aller voir ce qui se passe le samedi ou le dimanche, j'essaie de faire un tronc commun d'un calendrier qui serait en fait sur chacune des pages de chacune des associations leur calendrier, qui synchronise l'information globalement sur celui de la fédération. Comme ça, chacune des associations est réunie automatiquement sans avoir rien à faire. En allant sur un site, on peut dire ah bah tiens, ça c'est quelque chose organisé par l'association. Il y a des gens, par exemple, comme les Silicon French ou d'autres associations qui avaient essayé de faire ça pendant à peu près 7 ans, parce que bon, je sais qu'elle avait essayé de le faire, qui n'ont jamais réussi. Nous, on a pris le bébé en main. Oui, il existe toujours. On a pris le bébé en main à partir du mois. L'année dernière, je crois qu'on avait commencé au mois de mars-avril. Et au mois de juillet, c'était créé. Donc, on a mis 3 mois pour faire le projet.
D'accord, toi et des copains, c'est ça? Moi, des copains et puis des professionnels, puisque j'ai recruté des gens qui étaient très doués pour faire des designs de sites web et du design effectivement d'applications. Quand tu dis tu as recruté, tu leur as demandé de faire partie de l'association, c'est ça? Non, j'ai payé. Tu dois les payer? Ah bah, il y a un moment donné, si tu veux, tu peux avoir du volontariat. Le volontariat, c'est très bien. Le problème du volontariat, c'est que c'est en général Pas tout le temps très le lent travail. et que malheureusement, tu ne peux pas garantir, si tu veux, un échéancier. Donc les membres de ton fédération doivent payer aussi alors? Non, ils ne payent pas. Pour l'instant, c'est moi qui ai tout financé, avec des sponsors aussi de temps en temps, mais enfin, c'est surtout moi qui ai tout financé pratiquement jusqu'à maintenant. C'est comme French Marketing. Je l'ai financé parce que je pensais que c'était une action qui était valable Oui, c'est une bonne idée. et que je pense que ça pouvait apporter pas mal à la communauté française et francophone. Donc je l'ai financé au départ en me disant que j'allais de toute façon après le financement trouver des sponsors qui me rembourseraient mon investissement de départ et puis après bon, ce sera dans la lancée. C'est vrai qu'on a fait une soirée aussi, je ne sais pas si tu y étais, la soirée la fête des francophones, donc au mois de septembre, le 29 septembre, qui a eu beaucoup d'attrait, puisqu'en fait c'était la première soirée qu'on faisait, et il y a eu quand même plus de 260 personnes, donc c'était quand même assez intéressant. Mais si c'était dans la Silicon, probablement je suis pas venue. Non, c'était ici à Palo Alto, c'était à l'ISTP. Ouais, je ne viens pas à Palo Alto très souvent, donc je suis probablement pas venue. Mais c'est bien que tu fasses ça, je n'ai pas pensé à le faire moi. J'avais un ami qui habitait Palo Alto, je venais souvent, maintenant je ne viens plus, mais la seule chose que je filme dans la Silicon Valley, c'est le DBF. Mais les autres associations, je sais qu'on a des meetings comme Silicon French, tout ça, mais je n'y vais pas non plus parce que c'est trop loin. D'Antonville, tout ça, c'est hors de... Non, mais le film, c'est bien, mais il y a d'autres choses qu'on peut faire en tant que volontaire, et on est tout à fait preneurs de volontaires. Ah, d'accord. S'il y a des gens qui veulent faire effectivement des actions concrètes au niveau de la fédération, je me regarde dans les yeux maintenant, Ouais. nous sommes preneurs, qui que ce soit. Moi, je peux te faire un peu des films de temps en temps si tu as un guest intéressant. Ouais, bien sûr. Mais il faut que je trouve quelqu'un qui m'accompagne, c'est ça le truc. Avec plaisir. D'accord. Et donc toi, tu viens plus de East Bay, tu habites ici maintenant. Ben, moi j'habite à Los Gatos, Los c'est ça? Gatos, ouais. D'accord. Bon, je viens ici effectivement, Palo Alto, etc. Il y a énormément de meetings ici, de networking events. Hein. Tout se passe en général puisque c'est le centre nerveux des VC et des événements qui se passent dans la région. Il y en a quand même énormément ici. Ce soir, par exemple, il y en a un effectivement qui se passe. Tu vas à tous ces VC. Donc en fait, bon, ça permet effectivement au niveau du network quand même d'avoir. Donc tu es dans le business development. D'accord. Et quelle compagnie tu montes En ce moment, plusieurs. Donc en fait, il y en a une que, en fait, si tu veux, j'aide aussi les entreprises françaises et notamment les entreprises innovantes qui sont des startups à venir chercher ici, dans les nouvelles technologies bien sûr, à venir chercher ici les financements et bien sûr toute la partie marketing, sales, bizdev, etc. qui ne sont pas. Et donc on les masse, comme on dit ici, un massage. Il faut un business plan, il faut un financial. Exactement. Et il faut envoyer ci et ça. Alors des fois, donc ils ont ce qu'il faut aussi sur place pour avoir donc en fait une équipe qui peut effectivement déplacer ici aux États-Unis, mais des fois non. Donc en fait, dans ces cas-là, je deviens l'intérim CEO en fait pendant quelques mois, le temps de trouver les financements nécessaires et de recruter donc le CEO en question pour la structure. Donc en ce moment, je suis intérim CEO pour une structure française qui fait un produit absolument extraordinaire de monitoring de proximité donc pour les parents. C'est une montre tu peux monitorer tes enfants. Voilà, on peut monitorer les enfants, toutes les activités, etc. Bon, c'est assez génial. Et donc j'aide cette structure à développer son produit aux États-Unis, puisqu'elle est pas mal de problèmes en France justement de financement. Tu mettrais une montre et il y a un cadran vidéo dessus, c'est ça? Alors le cadran n'est pas un cadran vidéo, c'est en fait un cadran qui est une montre à pictogramme, ce qu'on appelle une montre à pictogramme, qui n'existe pas encore sur le marché. Donc en fait, au lieu d'avoir des aiguilles sur une montre classique, tu as des pictogrammes qui représentent des temps forts de la journée. Donc pour l'enfant qui ne sait pas lire, c'est parfait parce que effectivement le pictogramme permet de dire bah tiens là c'est l'heure de déjeuner, là c'est l'heure de la douche, là c'est l'heure je sais pas des heures concrètes de l'aller à l'école, etc. Tu dis à l'enfant, bah, là c'est marqué sur la montre, il y a une icône. École, douche, laver les dents, et etc. L'enfant regarde. Ah bah oui, parce qu'en fait l'enfant a besoin de ses repères dans le temps. Le problème c'est qu'il ne sait pas lire encore. Donc le problème des repères il l'a pas. Alors que ça, la montre, ça lui commence à lui donner les repères. Il y a des dessins, tout à fait, des pictogrammes. Mais le parent va appeler l'enfant quand même. Ah bah, c'est pas une question d'appeler ou pas l'enfant. En fait, ce qui est important pour l'enfant, c'est de pouvoir lire une montre sans savoir lire. C'est le but du jeu. Et derrière, en fait, puis en plus, le but du jeu pour nous, c'est qu'il garde la montre. Que ce soit un élément social très important pour lui. Et que derrière, cette montre, elle permette aux parents justement de monitorer et d'être sûr qu'il n'aille pas dans une distance trop élevée,
par rapport aux parents, parce qu'ils ne veulent pas le perdre dans la foule, ou il est près d'une piscine, il est près d'un lait chaud, il est près de quelque chose de dangereux. Donc à chaque fois qu'il y a quelque chose de dangereux dans l'environnement. Vous travaillez ? Non, le parent n'est pas loin de l'enfant, c'est quelque chose de proximité, c'est pas un GPS. Donc en fait, le signal se fait sur le téléphone portable des parents. Le parent sélectionne en fait la portée de la montre par rapport au téléphone. Donc en fait, on va dire si je suis dans un supermarché qui est bondé, je vais mettre la portée à 5-6 mètres parce que je ne veux pas perdre mon enfant. Si je suis à la plage et que je vois l'enfant qui va se baigner ou qui est avec les petites bouées, qui est en train de faire son château de sable, bon, le risque est moindre, je vais peut-être dire 15, 20 mètres ou 30 mètres. Je ne veux pas non plus qu'elle aille se balader de l'autre côté de la plage, mais je veux faire attention qu'il ne soit pas dans une zone où je ne puisse plus le voir. Ah oui, c'est une bonne idée parce que des fois j'ai perdu Michel. Une fois j'ai perdu Michel. Michel, peut-être qu'on pourra lui offrir une montre à ce moment-là. Mais la grande. Non, une fois elle est allée sur le freeway. Je ne me suis pas aperçue. Elle était dans le parc, dans le backyard. Je suis retournée, elle n'était plus là. Non, mais c'est un élément. Non, mais c'est très très important. C'est un élément crucial chez les parents. Non, mais c'est très. Je me demande. Moi, j'ai perdu mon fils 2 ou 3 fois dans la foule. Je peux dire que c'est un moment de panique intense, de grosse. Donc l'invention t'a bien touché. Ah oui, non, c'est énorme. Et puis en plus, il est aussi tombé dans une piscine quand il avait 2 ans et je ne s'en est pas aperçu. Enfin, des trucs oui, des fois, très très importants. On oublie. Et d'ailleurs, ça arrive. Enfin, c'est pas que tu oublies, c'est que tu as un moment, tu sais, tu peux pas être toujours vigilant à 100%. À côté de l'enfant. Toujours. Bon, tu essaies de faire le maximum, tu es à 90-95% vigilant, il suffit de ces 5%-là. Et tu perds. Et comme par hasard, c'est le mauvais moment. Quoi. Ah oui, c'est vrai. Ça devrait être un outil parce qu'il y a beaucoup d'accidents en fait qui se passent comme ça. Ok, mais c'est bon, c'est une bonne invention. Donc en attendant que les gens te donnent du funding, tu envoies ça à des venture capitalistes, c'est ça ? Voilà, alors c'est plutôt des angels au départ, puisque les venture capitalistes ici, comme on l'a dit tout à l'heure, sont très centrés sur les nouvelles technologies, à savoir dans les produits plutôt Internet, network, software, etc. Là, c'est un produit quand même de grande consommation, il faut le dire. Donc, le paramètre est un peu différent au niveau de la façon dont on va effectivement vendre le produit. Le promotionner. Donc en fait, on cherche soit des capitaux plutôt de type angel et notamment sur l'Est, parce que sur la côte Est, ils savent faire de la produit de consommation, alors que sur la côte Ouest, ils ne savent pas faire. C'est un inventeur français ? C'est un inventeur français, tout à fait, qui a gagné le prix, le concours Lépine, qui a gagné tous les concours d'invention en France. Ouais, c'est très fort. Tu l'as rencontré ? C'est mon partenaire, puisque je suis maintenant inclus dans la boîte en tant que partenaire et en tant que... tu vas être riche bientôt avec cette invention. Riche, je pense pas que c'est une invention, c'est pas une invention à mon avis, si tu veux. On va faire quelques millions d'exemplaires, mais c'est pas une invention, si tu veux, à la Google ou etc. où tu as un potentiel, tu vois ce que je veux dire, un million de dollars. Il y a du potentiel. Mais il y a un énorme potentiel, on est tout à fait conscient qu'il y a un énorme potentiel. Et je le fais pas aussi, et ça c'est très important qu'il faut que je le dise au départ, c'est que je le fais pas seulement, je le fais pas surtout dans le but de devenir riche, faut être honnête. Non, mais tu penses que c'est un bon produit, voilà. Je pense que c'est un excellent produit et que cette société méritait effectivement de l'aide. Et que jusqu'à présent elle n'avait pas cette aide et qu'effectivement il faut faire quelque chose pour les entreprises françaises qui n'ont pas forcément sur place en France, malheureusement. L'environnement, ça existe, il y a aussi des VC en France, des angels en France, mais pas tout le temps, c'est plus difficile. D'accord. Et pour retourner à ta fédération, pour faire partie de la fédération, il faut être une organisation à but non lucratif qui à but non lucratif ou même une structure, oui en général c'est effectivement des non-profit, tout à fait, qui donc ont des adhérents. Alors soit il y en a qui ont des adhérents gratuits, la plupart ont des adhérents gratuits en fait. Tu as des clubs de pétanque, tu as de tout. Et tu as par exemple, on aimerait bien regrouper la Chambre de commerce franco-américaine, par exemple Silicon French, qui est une structure de network, et tu adhérente effectivement à la fédération, par exemple. D'accord. Et pour adhérer, il suffit de poser une application. C'est tout. Donc je peux dire, voilà, French American. Tu peux, si c'est French American. S'il y a French quelque part, et si effectivement ça s'adresse quand même à des Français et des francophones, ça fait partie des associations qui sont. D'accord. Et il y a même un chef, je pense. Non. Ça dépend. Si tu te fais de l'argent, oui. C'est-à-dire qu'en fait, s'il y a des cotisants, il y a un membership fee. Donc qui est très faible. C'est de l'ordre de 50 à 100 dollars par an. C'est un truc ridicule, histoire de dire que tu payes quand même quelque chose. Mais si tu ne fais pas d'argent, c'est-à-dire que si tu il n'y a pas de cotisation de membre, c'est gratuit. Non, mais c'est bon. Ça paraît logique. On ne va pas charger à quelqu'un qui ne gagne pas d'argent, en fait. D'accord. Une association qui n'a pas d'argent. Et c'est des gens qui font aussi partie du DBF, les géos, ou bien pas du tout? C'est des gens séparés du DBF? Pas du tout. Non, il n'y a pas que le DBF dans la vallée. Il y a beaucoup d'autres associations que le DBF.
Mais le DF est une de vos associations? Non, DBF non. Parce qu'en fait, le DBF, ça ne marche pas vraiment comme une structure associative telle que, puisqu'en fait, ils font partie, c'est une entité qui est directement dépendante en fait, de la Chambre de franco-américaine de commerce. C'est pas une entité en tant que telle, si tu veux, avec sa propre gestion. Tu verras que les gens qui sont autour de DBF sont des gens qui sont en général intégrés au niveau du corps de la Chambre franco-américaine de commerce. Parce qu'en fait, c'est une entité au départ qui était effectivement autonome, oui, mais qui a été maintenant regroupée au sein de la Chambre. Ah oui, pour l'organisation, etc. Ah, et les fonds, d'ailleurs, tu verras que quand tu payes les fonds vont directement à la Chambre. Oui. Les fonds, même si c'est marqué DBF dessus, c'est des fonds qui vont directement à la Chambre. Et ils donnent l'argent pour le buffet. Voilà, c'est ça, c'est eux qui organisent le buffet, c'est eux qui organisent le truc, etc. Ah d'accord, je savais pas que c'est ça, ils ont changé la structure. Oui, mais il n'y a pas très longtemps, il y a 3-4 ans. Oui, mais ils ont quand même les 12 géos, les 10... Oui, il y a toujours des organisateurs, des gens qui préparent les réunions, les gens qui effectivement, si tu veux, planifient, etc. Mais bon, on ne peut pas non plus 50 personnes pour faire ça. Hein. D'accord, il suffit de trouver un gars, c'est pas bon. Non, c'est compliqué. D'accord. Et donc, tu as ces fonctions donc, pour la fédération, pour le fundraising, et tu fais un peu toute la journée. Je suis aussi le président de l'Executive Club. Donc l'Executive Club regroupe à peu près 400 membres, donc tous qui sont de C-levels, des CEO, CTOs, CFOs, etc., français et francophones de la vallée. C'est quoi ça? C'est que des CEO alors. On essaie d'avoir effectivement des C-levels, ce qu'on appelle les C-levels, donc des CEO, CFO, CTOs, etc. Et vous organisez des dîners, Et on organise des soirées effectivement complètement dédiées à ce corps d'exécutifs, puisque bon, ils ont des demandes complètement différentes au niveau de la qualité, on va dire, des intervenants et de la qualité de l'environnement qu'ils souhaitent, puisqu'ils sont très pris. Ouais. Ils ont énormément de demandes. Et le but de se rencontrer, c'est quoi? Le but pour eux de se rencontrer, en fait, c'est d'être dans un cadre. Alors en fait, j'ai fait un questionnaire il n'y a pas très longtemps justement, parce que je voulais savoir au travers des membres de l'Executive Club ce qu'ils cherchaient avant tout. Et en fait, ce qui était apparu en premier, c'est assez amusant, c'est qu'ils recherchent une convivialité entre membres effectivement français et francophones, d'un réseau identique en fait, des gens qui se comprennent entre eux, qui ont les mêmes attentes, les mêmes obligations aussi, et les mêmes contraintes ou le même stress quotidien, parce que bon, pas toujours facile d'être CEO. Et donc c'est ça qu'ils recherchent en premier. Ensuite, effectivement, c'est l'aspect networking, où effectivement ils s'échangent des cartes de visite parce que chacun a besoin effectivement. Il y a une clientèle qui est peut-être commune, il y a des choses dont ils peuvent. Et puis en plus, ils s'interrogent parfois sur des éléments concrets de management. J'ai une question. Et qui peuvent concerner l'un et l'autre. Ils ont tous les mêmes problèmes à l'arrivée. Ils se rencontrent pour 1 heure ou 2, c'est ça? Voilà, ils se rencontrent, ils en parlent. Et puis d'autres choses qui sont. Donc en fait, il y avait ça. Ce qu'ils ne veulent pas, c'est des gens qui viennent à ces réunions-là et qui essaient de vendre leurs services et leurs produits. Ah, ils ne veulent pas de vente? Surtout pas. Ça, c'est le truc qu'ils essaient d'éviter à tout prix. Donc le problème des autres des groupes de networking à plus bas niveau, on va dire, plus bas niveau, c'est pas négatif ce que je viens de te dire, mais qui ne sont pas des réunions purement CEO ou C-level, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui viennent en tant que consultants, etc., qui viennent essayer de vendre leurs services. Et ça, c'est la chose qu'ils redoutent avant tout. Oui, oui. C'est comme le DBF. Avant, ils acceptaient les étudiants et tout ça. Maintenant, c'est fini ça. Oui, parce que les étudiants venaient pour chercher un job, ils arrivaient avec leur résumé. Et c'est vrai que c'était un peu négatif parce qu'à un moment, c'est vrai que d'être agressé sans arrêt par quelqu'un qui cherche un boulot et qui vient à chaque fois te dire tiens, j'ai un CV, il faut absolument que je travaille. Tu sais pas comment le prendre, tu veux pas être désagréable, tu veux pas être négatif, tu veux être convivial. Tu dis d'accord, on va voir, etc. Bon, t'en as un, t'en as deux, t'en as trois dans la soirée. Au bout d'un moment, tu dis bon, il vaut mieux que je parte parce que là, comme j'ai pas de recrutement en ce moment, je suis agressé un petit peu par ça et c'est un peu embêtant. Ouais, mais ils ont éliminé ça en mettant les prix à 30. En mettant les prix à 30 et puis aussi en sélectionnant très sérieusement et régulièrement. Leur mailing list. Ah non, ils ont éliminé la mailing list aux étudiants. Bah oui, en fait, si tu les convois pas, ils viennent pas. C'est une erreur. D'accord, c'est très intéressant, tu fais beaucoup de choses. Tu fais tout ça depuis 1 an ou 2, c'est ça? Ouais, alors j'ai une autre structure aussi qui s'appelle LinkedIn, donc qui est très lié à LinkedIn, puisqu'en fait, donc LinkedIn, comme vous le savez, c'est un réseau network social, mais purement professionnel. Ça s'appelle comment déjà? Ça s'appelle Linked HR, pour HR Human Resources. Donc ça concerne, en fait, c'est un groupement qui ne concerne que les professionnels des ressources humaines, donc HR. Mais alors là, ça aiderait des étudiants.
Là, ça peut aider des étudiants qui cherchent de l'emploi, parce qu'effectivement, au travers de ce groupement de professionnels des ressources humaines, bien sûr, qui cherchent à recruter aussi des étudiants, mais ce n'est pas le but fondamental. Notre but fondamental, c'est en fait d'essayer d'organiser la structure LinkedIn. Enfin, c'est LinkedIn qui a créé un produit qui s'appelle LinkedIn Corporate Solutions Recruiters, et qui permet aux entreprises en fait, d'avoir un panel extrêmement bien géré, extrêmement organisé pour les gens qui veulent recruter au travers de LinkedIn. Il faut savoir que LinkedIn aujourd'hui, c'est 20 millions quand même de CV, puisque chacun... Mais ça s'appelle LinkedIn HR. Linked HR, mais pas LinkedIn HR, mais Linked HR, et l'autre c'est LinkedIn. Ah oui, donc c'est L-A-N-K. Voilà. L-I-N-K-E-D HR. HR. Donc c'est un nom tout à fait séparé. C'est complètement séparé. On a déposé le nom, on a notre site, on a tout, c'est complètement séparé. Parce qu'il y a beaucoup de recruteurs qui sont sur LinkedIn. Énormément de recruteurs qui sont sur LinkedIn. On a créé ce réseau, on a commencé effectivement il y a 2 ans, tout doucement, sans s'énerver. Mais ça, c'est pas à but non lucratif. Alors, le groupement est à but non lucratif. Par contre, les services qui sont apportés au groupement ne sont pas à but non lucratif. D'accord, si un employeur veut poster un job, alors, si un employeur veut poster un job, il paye à LinkedIn par contre. Attention, il faut faire vraiment la différence entre les deux. Il y a LinkedIn qui offre une plateforme de recrutement. Et nous qui offrons au travers de LinkedIn HR à ces mêmes recruteurs et à ces mêmes directeurs, VP, directeurs, etc. des ressources humaines, nos propres services qui passent par le logiciel LinkedIn Recruteur et des services associés. Vous êtes connecté à LinkedIn? Oui, en permanence. On a plus de 12 000 membres au niveau du groupe à LinkedIn. Dans le sein de LinkedIn, on a notre propre groupe qui fait plus de 12 000 membres d'HR. Mais non, mais du point de vue management, vous ne reportez pas LinkedIn? Non. C'est tout à fait légal pour nous de vous avoir sur le Tout à fait. D'ailleurs, LinkedIn nous adore, puisqu'en fait, ils veulent aujourd'hui devenir partenaires. Non, ils veulent être partenaires pour que nous puissions revendre leurs solutions effectivement au développement de HR. Bien sûr. Et donc, on est en train de signer un partenariat avec LinkedIn. Vous avez une façon différente d'opérer que LinkedIn? On a une façon plus... c'est-à-dire qu'eux, en fait, leur ressource n'est que le réseau. Alors que nous, notre ressource, c'est justement les gens au sein du réseau. C'est complètement différent. En fait, par exemple, nous, on est en train de créer des réseaux dans tous les États où on aura des verticaux par type de travail. Bon, les gens qui cherchent, par exemple, il y en a qui sont spécialisés dans le recrutement d'ingénieurs, d'autres qui sont spécialisés dans le recrutement d'executives, donc des CEO, etc. Donc, dans chaque État, on va regrouper des recruteurs de ce type-là qui pourront aider nos clients, justement, quel que soit le modèle qu'ils recherchent, à pourvoir en fait en emploi. Et donc, au sein de LinkedIn, vous avez le droit de faire tout ça? Tout à fait. C'est un réseau de professionnels et de networking, donc c'est le but du jeu au départ. Oui, non, mais c'est-à-dire que vous soyez là à faire vos propres règles et tout ça, et vous faites vos trucs verticaux et tout ça, ils vous laissent. Si tu veux, l'avantage pour eux, c'est que plus on fait parler de LinkedIn, plus ils ont effectivement de membres. Plus ils ont de trafic. Et plus ils ont de trafic. Et les 20 millions, ils sont pas arrivés comme ça. C'est forcément des gens de LinkedIn qui étaient adhérents au network, qui, du point de vue viral, ont parlé de LinkedIn, ont envoyé des invitations LinkedIn et qui, effectivement, ont créé LinkedIn. C'est nous qui créons LinkedIn. Ah oui, avec les utilisateurs. C'est vrai. Mais pour que votre groupe au sein de LinkedIn soit profitable, il faut qu'il y ait quand même des revenus. Là, il n'y a pas de revenus au sein du groupe, mais nous, on a une structure. LinkedIn HR, c'est aussi une structure. C'est un groupe au niveau de LinkedIn, mais c'est aussi une structure qui s'appelle LinkedIn HR. Et qui prend l'argent? LinkedIn ou bien? Ah non, au niveau de LinkedIn HR, c'est nous. D'accord. Et c'est un site dans LinkedIn? Non, c'est un site complètement à part. On est en train de le finir, là, c'est un site qui sera complètement à part. C'est un site différent? Tout à fait. Ah, je croyais qu'il était dedans. Non. Le groupe est dedans, le site est ailleurs. La société, la structure LinkedIn HR est une structure à part, privée. J'ai un partenaire. Mais peut vous faire un lawsuit? Pas du tout, parce que, au contraire, on a essayé d'avoir le rapprochement, on ne veut pas de lawsuit. Non, LinkedIn, vous avez utilisé le même mot. Ça les dérange pas. À partir du moment où on fait leur promotion, pour eux, c'est un plus plutôt qu'un moins. D'accord, ils sont contents. Ils sont contents. D'accord, c'est bien. Non, parce que je connais beaucoup de recruteurs, ils vont sur LinkedIn. Donc, ils peuvent aller aussi sur LinkedIn HR. LinkedIn HR, yes. Moi, j'ai online placement agency dans blogspot.com. Chacun, on a notre propre. Non, mais c'est sympa parce qu'en fait, moi, on essaie de faire un truc à l'échelle globale, tu vois. Parce que là, on commence par les États-Unis, mais on va aller partout. Mais moi, ce que je veux faire, c'est des interviews sur le site, tu vois, pour que les gens. Ah, mais nous, on va faire ça. Ah, vous allez faire ça aussi? Vous allez voler mon idée? C'est pas voler ton idée. Je peux te montrer le planning, c'est déjà dedans. C'est dedans? Je vais t'envoyer le lien. Je
peux mettre un lien dessus. Ouais, tout à fait, avec grand plaisir. Ouais. D'accord. C'est vrai que quand il y a une idée, elle se développe. Mais je crois que tout le monde a eu l'idée. Le problème, c'est que personne ne l'a vraiment mise en pratique parce que c'est assez complexe à mettre en place. Il faut que les deux personnes de chaque côté aient la caméra, le micro, le machin, etc. Et donc, il y a des problèmes de logistique parfois qui pèsent un petit peu là-dessus. Mais maintenant, bon, je dirais 80% des gens qui sont online ont un laptop avec une caméra, un micro, un machin, etc. Donc, c'est quand même beaucoup plus facile. Je dirais que l'avènement d'un Skype, par exemple, a beaucoup aidé. Parce que la discussion en ligne à travers d'un Skype a forcé les gens à avoir des micros déjà. Et puis après du micro, ils en sont venus à la caméra. Donc je dirais que les outils évoluent. Hein. Tu sais que ce Wall Street Journal a fait une sorte d'appel en ligne. Ah ouais. Ils ont mis les recruteurs en ligne et les employeurs et les gens qui travaillent en ligne. Ils ont fait un événement comme l'appel, comme International. Mais en ligne. En ligne. Ah ouais. C'est une bonne idée. Hein. C'est ça. Et donc peut-être qu'un jour, ce que vous faites là au Technico, faire aussi en ligne. Je pense que de faire les deux ensemble serait une bonne idée parce que les deux sont complètement complémentaires. Oui, on peut mettre en permanence ses employeurs sur une... Voilà. En fait, quand je te disais qu'il faut faire quelque chose dans la longueur et dans la toute l'année. Toute l'année. Autant le mettre sur un site. Exactement. Tu fais un site où tu as tous ces employeurs qui peuvent venir effectivement regrouper. Au lieu de le faire qu'une fois par an. Voilà. Mais c'est une bonne idée. C'est très bien. C'est bien. C'est bien ce que vous faites. D'aider les gens à trouver du travail. Tout ça. Alors, on essaie d'aider la communauté aussi, parce que moi, c'est le travail que, en fait, il faut savoir que cette structure, on est des volontaires, hein, on n'est pas payé pour le faire. Oui. Ça m'a pris l'année dernière pas loin de 3 à 6 mois de mon temps personnel. C'est énormément d'investissement, c'est beaucoup de travail. Mais alors, pour peu d'argent, hein, parce qu'on ne gagne pas d'argent là-dessus. Sur le côté, tu fais de l'argent avec le business développement. Voilà, je fais de l'argent avec le business développement. Bon, ce qu'il faut pour vivre, hein, mais je ne suis pas milliardaire, hein, loin de là. Et donc le reste de mon temps, je le fais vraiment. En fait, si tu veux, tu as deux types de bénévolat. Tu as le bénévolat du type qui va dire, bon, je vais aller chez Médecins Sans Frontières et je vais aller en Afrique, effectivement, pour aider les enfants qui sont dans le besoin et leur donner des bols de riz, ou leur donner des picos. Ou alors, tu as l'autre type de bénévolat, dans ce même type-là, qui est de dire, bon, il y a des gens aussi ici qui ont besoin de temps, d'argent, de patience, d'aide à trouver effectivement des choses comme ça. Et donc, bon, c'est de dire. Alors, moi, j'avais demandé à l'époque, parce que quand j'avais vu les tsunamis, par exemple, tu sais, donc dans les Maldives, etc. Bon, j'ai dit, bah tiens, je vais porter volontaire, je suis prêt à partir pendant 1 an, 2 ans, pour les aider effectivement avec les réfugiés, etc. Tu ne peux pas. Aujourd'hui, le bénévolat, il faut savoir qu'à ce niveau-là, au niveau des Médecins Sans Frontières, des Croix-Rouges et compagnie, c'est du bénévolat professionnel. C'est-à-dire que si tu n'es pas un pro du bénévolat, tu n'as même pas la peine d'essayer d'entrer. C'est complètement affolant. Donc en fait, tu n'as plus grand-chose. Soit tu effectivement ici en Californie notamment, tu peux aller aider des groupes, des populations notamment mexicaines à faire des maisons. C'est ce qu'ils font un peu dans les églises catholiques ou protestantes ici. Hein, ils font beaucoup de choses. Tu as des groupes. Moi je sais que je l'ai fait. Je suis descendu au Mexique, faire des maisons, bâtir des maisons. Donc ça c'est une forme de bénévolat. Mais le problème c'est que il y a le problème où tu as ta famille aussi à gérer, tes amis ici sont place à gérer, tu peux pas être partout à la fois. Donc je le fais sur place d'une façon tout à fait communautaire. Et, comme ça tu sens que tu as la communauté à un niveau plus élevé. J'aide la communauté française et francophone parce que c'est ma communauté. Donc je pense qu'effectivement en tant qu'expatrié français et francophone, je pense que je peux apporter quelque chose à la communauté que d'autres feront peut-être dans leur propre pays. Oui, il y en a qui sont qualifiés pour faire ça, il y en a d'autres qui sont qualifiés pour donner leur quelque chose aux autres. Tout à fait. Voilà, donc ouais, je comprends un petit peu ce que tu fais là, c'est très, très intéressant. Donc ouais, on va échanger nos liens, donc je regarderai tes liens. Elle est en train d'apprendre qui je suis, donc c'est sympa, c'est intéressant l'interview. Non, mais donc je t'enverrai mes liens, tu m'envoies les tiens, et puis on peut faire des échanges de liens. D'accord, on fait comme ça. Et on comparera nos projets, voilà. Donc c'était Christian Pinault ici à Palo Alto, un membre de la communauté française. Et francophone. Et francophone. Parce que les francophones, c'est très important. Il faut savoir que la communauté francophone, en tant que Français, c'est vrai qu'on a, comme je le disais tout à l'heure, les Français sont des gens qui s'expatrient pour des raisons très précises. En général, s'ils ne sont pas expatriés par leur entreprise, c'est que la raison précise, c'est qu'ils n'arrivaient pas à travailler en France de la façon dont ils voulaient, en général, pour être honnête.
et sont souvent des gens assez critiques, hein, des gens qui sont pas faciles les Français sont très critiques. Et alors que les autres francophones, hein, les Belges, les Luxembourgeois, les Canadiens, les Suisses, sont beaucoup plus ouverts en général sur des projets communautaires, ouais, et aident beaucoup à pousser les projets communautaires. Ils sont très bien organisés dans le projet communautaire. Pas le côté négatif des choses. Ils sont toujours très positifs, toujours très ouverts à l'ouverture, et ça j'aime beaucoup. Attention, je suis français, donc je vais quand même protéger la France et les Français aussi, hein, soyons bien clairs. Mais c'est vrai que les francophones, c'est bien parce que ça nous donne aussi une ouverture d'esprit au niveau de la culture, de l'ouverture à l'autre, on va dire, qui est quand même très intéressante. Ok, merci mille fois, c'était très intéressant. Donc j'espère te revoir un jour au DBF et peut-être dans une autre réunion. Mais tu m'inviteras, voilà, tu m'auras sur mes listes, c'est ça? Tu invites des gens à tes événements? Alors, sur les événements de l'Executive Club et de Silicon Valley, tu seras bien sûr invité. Sur les événements qui sont animés, on va dire, par la fédération, c'est complètement différent puisque nous ne prenons absolument aucune décision ou initiative d'inviter les gens. Non, c'est eux qui invitent. Voilà, ça appartient aux associations de faire leur travail, je dirais, en interne. On peut les aider à développer des sites web, on peut les aider à avoir les outils pour le faire, à créer le calendrier justement, etc. Mais on ne va pas s'immiscer dans la gestion de l'association. Ok, bon, c'est le moment de partir parce qu'il y a beaucoup de bruit. Je te remercie mille fois. Merci à vous. Et merci à la caméraman, Michel. Voilà. Un beau cognac j'ai, à très bientôt. Merci. Un beau cognac j'ai, tu sais, c'est ce qu'ils font à chaque fois, tu sais, quand tu es sur TF1. En France, à chaque fois que tu avais une émission qui était terminée, c'était à vous les studios.